Bienvenue dans Jet d'initiative, l'épisode 10. Pour commencer, on va faire une petite expérience. Fermez les yeux. Vous êtes devant une porte. Voilà, on vient de faire une partie de jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, c'est juste ça, c'est s'imaginer des choses. Alors, il y a de fortes chances pour que vous ayez, très brièvement, imaginé la porte à votre façon. Peut-être qu'elle était en bois, peut-être qu'elle était en métal, mais en tous les cas, vous avez probablement imaginé quelque chose de très particulier. Ensuite, toutes les pratiques de jeu de rôle diffèrent, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, des façons différentes de pratiquer le jeu de rôle, parce qu'on a tous notre manière à nous de jouer au jeu de rôle. Alors justement, j'ai demandé à plusieurs personnes de me dire ce qui était pour elles indispensable à une partie de jeu de rôle. Et on va écouter les réponses. Bien, c'est assez simple en fait, ça n'a même pas un lien avec le jeu de rôle, presque pas, je dirais. C'est un 2 litres d'eau. Cette immense gourde excessivement lourde que je transporte à tout endroit et à tout moment, que j'ai dans mes parties de jeu de rôle, parce que bien s'hydrater c'est important. Vous devez boire votre eau si vous voulez ne pas avoir une voix grinçante comme j'ai actuellement en enregistrant cette capsule. Non, rien du tout. Je ne suis pas fétichiste. Ou alors je le sais pas moi-même. J'ai peut-être des... L'écran de jeu, ça, oui, je sais pas. Des dés. Les dés. On peut toujours prendre une pièce de monnaie si on en a une, un jeton. Mais bon, non, ça, sans dés, on peut faire du full narrativiste. Mais bon, il y a un moment donné où il faut choisir si ce qui se passe, et il faut des dés. Je dirais des dés, tout simplement. Moi, je reste attaché au fait que le MJ, je suis surtout MJ, que le MJ lance les dés et que le MJ, entre guillemets, est un joueur. Et du coup, voilà, le côté, c'est pas grave, les dés, on s'en fout, tout ça, c'est du faux, entre guillemets, c'est juste du bruit derrière l'écran. Moi, j'aime pas. J'aime bien le fait de... moi aussi, je lance les dés, et moi aussi, je suis parfois surpris par le résultat des dés, et je dois faire avec dans ce que je vais raconter aux joueurs. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est le D6 pour trancher les trucs. Donc ça pourrait être un peu n'importe quel dé, mais bon, le D6, c'est celui qu'on a le plus souvent. Et puis on va se dire, 1, 2, 3, c'est un... On pose une question, 1, 2, 3, c'est non. 4, 5, 6, c'est oui. 1, 2, c'est non. 3, 4, c'est oui, mais 5, 6, c'est oui. On peut graduer des effets, faire s'écouler le temps. En fait, le dé, pour moi, même si on aime bien dire qu'on peut faire du jeu de rôle sans dé, je trouve que ça a une véritable importance. C'est la musique. J'ai une énorme collection de BO, de films, de séries, d'animés, de jeux vidéo, et donc je pioche allègrement dedans. Moi, dans les parties, je joue 100% du temps en ligne. Il faut la musique. Il faut que j'anticipe toutes les scènes qu'il peut y avoir dans le jeu avec de la musique adéquate. Ça va être une musique. Puisque, dans facile 95% des cas, quand j'écris un scénario, c'est en partant d'une musique que j'ai écoutée. Bien souvent, ça me permet d'avoir au moins une scène durant la partie où je sais que l'ambiance sonore va totalement coller à ce que je souhaite véhiculer. Des joueurs, je sais pas si c'est spécial, mais je peux pas jouer sans joueur, personnellement. Des joueurs, si je suis tout seul à raconter une histoire, des joueurs et des joueuses, hein. Si je suis tout seul à raconter une histoire, ça s'appelle un roman, ou du théâtre d'impro, ou un monologue, ou un soliloque. C'est les aides de jeu. Faire les plans, les documents, alors quelquefois fournis dans les scénarios, mais quelquefois je les refais aussi. Trouver des images, des portraits de PNJ... Voilà, j'essaye d'avoir des trucs un peu sympas, un peu à manipuler par les joueurs. Voilà. J'adore jouer avec des figurines, j'adore jouer avec des illustrations que je fais moi-même. J'adore jouer avec des... Voilà, quand j'écris des lettres à des PJ, je les écris moi-même, je mets mon petit cachet de cire moi-même. J'ai besoin de jouer avec de la musique, j'adore les musiques de Michael Gelfi, j'adore les musiques de Lucas Lambert. Voilà, j'essaye en fait de faire en sorte que les joueurs et joueuses rentrent dans mon monde de toutes les façons possibles. Et celles et ceux qui ont un peu moins d'imaginaire que les autres, qu'ils et elles puissent se projeter. Voilà, j'ai besoin de ça. Cet objet-là, donc le Playmate, que moi je peux plus jouer avec parce que mes joueurs ils sont assez pointilleux sur les emplacements, tout ça. Donc moi je peux plus trop jouer ça.
Un outil indispensable, c'est ça, un feutre-pinceau pour dessiner des personnages, faire des portraits, des plans, dessiner des objets mystérieux ou tripants, des armes extraordinaires. Avec les enfants, c'est vraiment extrêmement important, et en plus ensuite il est coloris, c'est très bien. Je suis toujours tracassée par le fait de pas trouver mes mots quand je maîtrise, de pas savoir poser une ambiance. J'essaye de susciter un petit peu tous les sens dans mes descriptions. Je me prépare une boîte à outils de mots, de champs lexicaux de diverses natures, pour essayer de les caser, pour essayer de représenter au mieux, de manière sensorielle, visuelle, l'ambiance de ce que je pose. Mon truc spécial, c'est ça. C'est un sablier. Et je ne peux plus m'en passer là depuis un peu plus d'1 an avec Donjons et Dragons pour des séances d'1 heure, pour des séances de 2 heures, même 3 heures. J'utilise le sablier, je le mets sur la table, l'aventure commence. Et à partir de là, on sent une tension chez les joueurs, mais aussi chez le maître du jeu. Les yeux, des fois, sont rivés sur le sablier. Et ça amène énormément de rythme dans la partie. Ça permet des parties beaucoup plus courtes, ça crée de la tension. Je ne peux plus me passer du sablier. J'ai pas trouvé de réponse à cette question. Par contre, j'ai trouvé un truc que je n'ai pas à ma table de jeu et qui est vraiment pas important pour moi et avec lequel je peux pas jouer avec. C'est un écran. Voilà, j'arrive pas à jouer avec un écran. Ça m'emmerde d'avoir un écran, donc je joue sans écran et comme ça, il n'y a pas de séparation entre moi et les joueurs à table quand je suis meneur de jeu. Je tente d'inventer ou d'en trouver un pour chaque campagne. Par exemple, des vidéos de lancement, un partage narratif par le biais d'écrits qui sont réalisés par les PJ, etc. Je me nourris des échanges dans les Discord, sur Facebook ou entre potes rôlistes. Et donc à chaque fois, on essaye d'expérimenter des trucs. Et en tant que joueur, je note. Je note beaucoup parce que je veux avoir une trace, et si j'ai pas un support, disons que j'ai l'impression de jouer dans le vide. Il y a très longtemps, c'était une super piste à dés en cuir faite maison par un pote. Ensuite, ça a été une super tour à dés en bois faite maison par un autre pote. Et maintenant, je crois que ça n'est plus rien. Je peux vraiment venir à une table de JDR les mains dans les poches et attraper des dés qu'on voudra bien me prêter. Et je prendrai juste ma bonne humeur et beaucoup d'énergie. C'est aussi la narration partagée. Quand je maîtrise, j'aime bien que les joueurs participent à l'histoire, mais quand on joue, j'aime bien aussi participer à l'histoire. Pas seulement être juste là pour lancer un dé, et puis éventuellement valider une proposition que le MJ m'a fait, en me disant est-ce que tu vas aller là, ou plutôt là, mais là ce serait mieux. Voilà, non, je veux pouvoir participer, raconter un bout d'histoire, voilà, pour mon personnage, et pas forcément de faire du roleplay qui meuble, en fait. Voilà, je suis pas là pour faire du roleplay Ikea. Ce que j'aime bien, c'est raconter un bout d'histoire, un bout de ce qui se passe, en fait, pour mon personnage. Alors pour moi, la chose la plus importante, sans laquelle je peux pas jouer, c'est l'envie. Alors ça peut paraître bête, mais il n'y a rien de matériel qui me soit suffisamment important sans lequel je ne puisse pas jouer. Par contre, sans l'envie d'être là, je peux pas jouer. Je parle du fait d'avoir envie de partager un moment avec les autres, d'avoir envie de partager une expérience collective. Je parle d'avoir envie d'être un des éléments qui participent à faire une partie, un moment hors du temps, à se construire un souvenir collectif. Et donc pour moi, l'envie est quelque chose de vraiment très important. Le truc obligatoire pour moi, en fait, c'est une bonne ambiance. Si j'ai pas ça, je ne joue pas. On va dire une mise au point, une sécurité émotionnelle. Elle est pas tout, je la dis pas toujours. Ça dépend un peu en fonction du groupe, en fonction du contexte. Mais oui, on va dire que ce serait au moins ça, savoir que ça va déraper dans un truc glauque. Il y a un truc vraiment spécial et très important sans lequel vous ne pouvez pas jouer. Oui, c'est la bienveillance. Désormais, j'ai absolument besoin de bienveillance dans un groupe de jeux de rôle sur la table. Je fuis définitivement les groupes où on va se moquer de quelqu'un, où on ne respecte pas ses limites émotionnelles, où on va probablement passer son temps à le vanner. Ça me gonfle. Couper? Oui, je sais, c'est pas du tout honnête. Ma vraie réponse, c'est carrément pas ça. Le truc le plus important pour moi, c'est un paquet de figolus. C'est la carte X. La carte X, c'est une carte qui va me permettre, qui va permettre à n'importe qui, en fait, de pouvoir signaler qu'un moment, un élément de narration est délicat pour cette personne. Ça peut être difficile pour certaines personnes de voir certains sujets abordés, et on n'a pas le temps de faire le tour de tout le monde avec tous les sujets qui devraient être évoqués. Si on n'a pas le temps et qu'on n'a pas envie, au moins la carte X, ça permet de toujours avoir la possibilité de signaler aux autres, voilà, ce qui se passe là, non, pour moi ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et sans devoir expliquer les raisons de pourquoi. Il suffit de toucher la carte.
Et du coup, pour moi, c'est devenu vraiment un indispensable, même avec mes vieux joueurs avec qui je m'entends super bien. Et là, on sait jamais. On sait jamais, il peut y avoir un événement dans la vie qui n'est pas super et qu'on aimerait pouvoir éviter en plein cours de partie. Les pauses, c'est très important pour moi. Je suis une personne TDAH, neuroatypique donc. Il est vital pour moi de faire des pauses. Et oui, je ne peux plus faire du tout de parties de plus de 4 heures. Et encore aujourd'hui, en vérité, mes parties tournent autour de 2h30, voire 3 heures au grand maximum. C'est la piste 2D, parce que j'aime pas quand il y a trop de bruit avec les dés. Et du coup, j'ai besoin d'avoir des pistes 2D ou des tapis en mousse qui insonorisent la table pour que ça devienne supportable. Mais ça, c'est probablement parce que je mène principalement avec des ados et des enfants. Et je mène en moyenne 3 à 4 heures par semaine avec ce public-là. Et en fait, c'est un public qui lance beaucoup les dés partout, qui fait beaucoup de bruit. Et donc, c'est vraiment important pour moi de pouvoir trouver une manière que la table soit plus silencieuse. J'ai aussi rajouté depuis pas longtemps des espèces de fidget anti-stress en silicone qu'on peut tordre comme ça dans tous les sens. Et ça permet de leur occuper les mains, donc ils arrêtent de lancer les dés partout, ils arrêtent de jouer avec les crayons, et ça fait vraiment beaucoup de bien. On a parlé de plein de choses, de confort, de matériel, d'accessoires, de choses qui permettent de stimuler l'imagination. Et aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, on a parlé d'adapter la table aux joueuses et aux joueurs, en particulier à des joueuses et des joueurs, par exemple, qui sont neuroatypiques. Ça peut être tout simplement en faisant des pauses ou en procurant des petits objets qu'on tripote. Alors je sais qu'il y a beaucoup de maîtres de jeu, de meneurs de jeu qui refusent qu'on tripote des objets, qu'on regarde des écrans, qu'on feuillette des choses. S'occuper les mains et faire des choses à la table qui ne sont pas directement impliquées dans la partie, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne s'intéresse pas à la partie. Ça veut dire simplement qu'on a besoin, l'imagination, le corps a besoin de faire des choses pendant que l'imagination travaille. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les joueurs neuroatypiques. Alors, on a eu aussi beaucoup de réponses sur la participation collective à la création du scénario, sur la narration partagée, sur les meneurs de jeu qui partagent leurs responsabilités avec les joueuses, et c'est quelque chose qui est très intéressant à essayer. Personnellement, c'est ce que j'essaie depuis un petit moment, et c'est vraiment quelque chose de super cool. On peut comme ça raconter des choses conjointement, par exemple avec cette méthode qui consiste à peindre la scène et à raconter ensemble ce qu'il y a dans un décor, ce qu'il y a dans un endroit, et d'orienter ainsi l'action par la suite. Notre pratique du jeu de rôle, elle évolue. C'est ce que dit Louise, par exemple, en disant qu'au début elle avait besoin de certains accessoires, et puis que finalement, maintenant, tout ce dont elle a besoin, c'est d'énergie à la table, c'est d'arriver avec son énergie. Bah oui, il faut avoir envie, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir vraiment la patate pour faire une bonne partie de jeu de rôle, et ça c'est important. Alors la patate, moi je l'ai retrouvée en allant à la petite association de jeux de rôle d'Aigues-Vives, qui est animée par Nadia, et où j'ai vu des petits et des petites rôlistes qui avaient entre 8 et 13 ans, si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'en ai rapporté quelques images. Vous allez voir, ils ont un enthousiasme qui est communicatif. C'est un club que j'ai monté il y a 3 ans, quand je suis arrivée dans la région. J'ai contacté la MJC en leur disant bonjour, moi je suis animatrice de jeux de rôle, entre autres. Est-ce que vous voulez monter un club dans votre MJC? Et donc la MJC qui connaissait déjà le jeu de rôle, parce qu'il y a un animateur en école primaire qui s'appelle Patrice et qui fait déjà beaucoup de jeux de rôle avec les enfants, m'a dit ah mais ce serait génial, faisons ça. Moi j'aime beaucoup ce club parce que c'est un des rares endroits où on peut faire du jeu de rôle, que personne ne nous juge. Et comment il marche le club? Alors au bout de 3 ans on a commencé à trouver notre fonctionnement. Grosso modo, chaque année, on commence par des jeux d'initiation pour ceux qui n'ont jamais joué. Ensuite, on passe à des jeux un peu plus complexes. À chaque fois, on vote pour les jeux. On prend toutes les décisions de concert, c'est-à-dire que
quand il y a un problème dans le club, quand il y a un jeu à choisir, on décide tous ensemble, tout le monde s'exprime, et même si ça prend une séance, ça prend le temps qu'il faut. Donc on est sur une hiérarchie linéaire, on va dire. Je leur impose rien, jamais, et l'important c'est qu'ils s'amusent, quoi qu'il arrive. Ça s'appelle comment le jeu là avec Marcel? C'est Monstre. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir se mettre à la place des personnages qu'on incarne. Et moi, du coup, ça me laisse un peu me mettre dans ma bulle et de me libérer de toutes mes pensées négatives ou positives. C'est de créer les personnages qu'on veut, avec ce qu'on veut, et après se mettre à la place dans le jeu de notre personnage. Et un peu découvrir la personnalité des autres, ça peut être très drôle. Souvent, nos personnages, ils sont fantastiques. Si on fait beaucoup de combats, et ça me plaît, parce qu'au moins c'est de l'action. J'aime le jeu de rôle parce qu'il y a une vraie liberté. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Tu as plein d'univers différents. Parfois, tu peux découvrir une nouvelle personnalité en quelque sorte en soi. Un truc que tu ferais pas tous les jours. C'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo, mais sur table. Et du coup, j'aime bien ça et je l'imagine vraiment. Alors que quand tu es sur la télé, tu le vois sur la télé. Alors que là, tu peux te retourner dans ton imagination, voir tout ce qu'il y a autour de toi et tout ça. Ça offre une énorme liberté de jeu. Si par exemple tu as envie de mettre une bière dans le slip de ton copain, tu le fais et voilà. Et voilà, j'aime beaucoup cet aspect où tu peux faire plein de choses et que c'est ton personnage et voilà, c'est pas celui de quelqu'un d'autre, quoi. Puis il y a toujours un moment où on est calme et puis ensuite on passe à exciter parce qu'il y a un truc qui se passe. J'aime le jeu de rôle parce que j'ai des copains qui font du jeu de rôle. Et après, ça m'a fait prendre un peu confiance en moi. Parce que d'abord, je retrouve les copains. Et que je peux faire des choses que je ne ferais pas dans la vraie vie. C'est les deux choses principales pourquoi je fais du jeu de rôle. Moi, pareil. J'ai beaucoup de copains ici. On se retrouve tous les jeudis pour jouer au jeu de rôle. Alors moi j'aime bien le jeu de rôle parce que déjà il y a les copains. On peut faire n'importe quelle action, on peut faire ce qu'on veut, c'est libre. Et après, en milieu d'année, on commence la partie création. Donc dans la partie création, ils peuvent choisir entre créer leur propre jeu, souvent ils choisissent ça, ou s'ils n'ont pas du tout envie de créer parce que ça les bloque, ils peuvent choisir d'apprendre à devenir MJ. Et donc dans ce cas-là, ils choisissent un petit jeu très simple. Je leur donne en général 5-6 jeux, ils choisissent parmi ceux-là. C'est des jeux en 1 à 2 pages et ils apprennent à le maîtriser et à faire jouer les autres. Et en fin d'année, on a une grande fête à la MJC avec toutes les activités. Et donc eux, ils sont dans le parc avec tous les jeux qu'ils ont créés ou qu'ils masterisent et ils font jouer les adultes et les autres enfants. Voilà, ça se passe comme ça. En fait, je le conseillerais surtout à tous les parents qui sont dépassés par leurs enfants, par le travail, parce que en fait, c'est de s'échapper un peu de la réalité, c'est bien des fois. Comme par exemple, moi, j'avais un casque VR. Quand je me disputais, j'allais sur mon casque VR et je prenais mon personnage virtuel et je m'amusais. Mais là, c'est le jeu de rôle, du coup, moi, je trouve que c'est bien pour les adultes aussi de se libérer du travail, des impôts, des enfants. Vous aurez remarqué que l'essentiel pour les petites joueuses et les petits joueurs d'Egvive, c'est les copains. Les copains, c'est super important dans le jeu de rôle. On se fait des copains vraiment géniaux et surtout, c'est important qu'on ait cette atmosphère de camaraderie à la table. On joue avec des gens qu'on aime bien et avec lesquels on aime bien partager des choses. Vous avez vu que les joueuses et les joueurs d'Egvive, ils débordent littéralement d'enthousiasme. Ils sont à fond dans ce qu'ils font et j'ai eu le plaisir de jouer quelques petites parties avec eux. Des parties d'un jeu très très rapide qui s'appelle Run, Die and Repeat, qu'a trouvé Nadia. Alors c'est un jeu gratuit, je vous donnerai l'adresse où vous pouvez vous le procurer dans la description de la vidéo, et qui permet de faire une partie très rapide, sans matériel, on n'a besoin que d'un dé à 6 faces, et c'est très très dynamique, c'est très très rigolo. Donc on peut découvrir le jeu de rôle par l'intermédiaire des clubs, et donc on peut découvrir diverses façons de jouer par l'intermédiaire de ces associations, ou même dans le milieu scolaire, il y a des initiatives qui vont dans ce sens, mais on peut aussi le découvrir par l'intermédiaire des actual plays. Ce sont des parties de jeux de rôle qui sont filmées
Alors, les actual play, c'est des parties de jeux de rôle un petit peu particulières. C'est pas vraiment exactement la partie telle que vous allez la jouer chez vous. D'autant que les actual play sont soumis à des contraintes vraiment spécifiques. Et pour parler des actual play et de la façon dont ils sont tournés, eh bien, j'ai fait appel à Kexitron qui va nous parler de l'actual play, la lance brisée, et qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut faire pour faire un actual play, et vous dire que c'est pas si simple que ça quand même. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cax, je suis maître de jeu pour la lance brisée qui est un actual play basé sur Donjons et Dragons 5 et qui est visible sur YouTube ainsi que sur Spotify en podcast. Du coup, pas filmé, hein, forcément ça coule de sens. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la grosse différence entre l'actual play par rapport à une partie de JDR normale et les difficultés qu'on a à créer son émission d'actual play. Alors, la grosse différence entre l'actual play et le jeu de rôle, c'est que dans le jeu de rôle, on peut faire des pauses. Je m'explique. Quand je suis en train de filmer une partie avec mes joueurs pour la lance brisée, il est quasiment impossible que je puisse dire à la personne qui est en régie, qui travaille avec nous pour l'émission, désolé, je vais prendre une pause, pipi, caca, clope, et puis voilà, une pause aussi pour aller réviser mon bouquin de règles. Non, on peut pas faire ça, tout simplement parce qu'on ne fait pas de montage. Très rares sont les émissions d'actual play filmées qui montent, qui proposent du montage. On a un montage dans le sens où nos différents écrans sont diffusés sur ce qu'on appelle un overlay. Bon, là, je rentre dans les termes techniques, mais on n'a pas de montage dans le sens où si je dis une connerie, c'est coupé. Si mes PJ disent des bêtises, c'est coupé aussi. Non, on ne fait pas ça. C'est du direct sans direct, d'une certaine façon. Alors, ça a tous ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Quand on est des débutants, et en plus on n'est que des débutants, dont moi, hein, je masterise que depuis 1 an et demi, et j'ai commencé à masteriser en même temps que j'ai joué, à peu près, à 2 mois près. Forcément, ça provoque des étourderies, ça provoque des oublis de règles, mais c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est le plaisir du jeu. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Je suis pour le raw, je suis pour respecter les règles, mais je suis aussi pour ne pas être intransigeant sur un jeu où le cœur principal, c'est l'amusement, c'est le respect, c'est le rôle, voilà, c'est toutes les choses incroyables de ce milieu qui est extrêmement inclusif que représente le jeu de rôle. Donc, respecter, oui, mais voilà, faut quand même se calmer un peu, hein. Ensuite, est-ce que c'est compliqué de faire un actual play? Alors, si vous faites du distanciel, si vous jouez sur Discord ou Roll20, non, honnêtement, à part un tout petit peu de technique, c'est pas compliqué, mais ça le sera beaucoup plus pour vous pour référencer votre émission. Maintenant, si vous décidez de faire un setup avec des caméras, donc une régie, si vous décidez de faire quelque chose de plus professionnel, déjà ça a un coût. Je vais être très crue au niveau des coûts que représente la lance brisée. La lance brisée, c'est plus de 3000 € de dépensés depuis le mois de janvier, juste en technique. On n'a pas à parler de tout ce qui nous sert de décoration et compagnie. Donc il faut investir de l'argent et je comprends que ce soit un réel problème. Après, nous, on part du principe qu'on n'a pas voulu faire de financement parce que nous ne sommes personne dans ce milieu et on ne va pas commencer à faire de la mendicité virtuelle pour financer un projet qui appartient à des gens qui ne représentent rien pour ce milieu. Ça, c'est les principales réponses aux questions. Après, je vous encourage à me contacter via la chaîne YouTube de la lance brisée ou sur mon profil Facebook, qui est Kexitron. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions et je serai ravie de vous aider malgré ma faible expérience. Merci et très bonne journée. Les actual play, c'est une excellente source pour apprendre des choses, parfois même pour apprendre des techniques pour être meneur ou meneuse de jeu. Mais attention avec les actual play, le problème qui peut en découler, c'est que ça peut donner lieu à des attentes particulières. Vous allez avoir envie de faire exactement comme dans la lance brisée ou comme dans un autre actual play, et peut-être qu'à votre table, eh bien, ça ne va pas se passer exactement pareil. Alors, il faut être décontracté et ne pas forcément essayer de faire comme,
parce que vous, à votre table, vous avez développé des choses qui vous sont vraiment spécifiques à vous, à votre manière de jouer et à vos joueuses, à vos joueurs. Peut-être que dans un actual play, il y a des scénarios qui vont convenir aux gens qui participent à l'actual play, mais pas à vos joueuses et vos joueurs. Donc restez vous-même et surtout amusez-vous. Le mieux parfois, eh bien, c'est d'apprendre un petit peu avec un meneur de jeu qui s'y connaît, qui a déjà un petit peu de bouteille. Et c'est par exemple l'initiative que propose Briac, un des vendeurs du magasin Sortilège à Rennes, qui propose des initiations pour les meneurs de jeu vraiment débutants. Et Briac, justement, un de ses trucs, eh bien, c'est de bousculer ses attentes et de dire on est là pour s'amuser et n'importe qui peut être meneuse de jeu ou meneur de jeu. C'est pas de la chirurgie du cerveau, c'est juste une façon de faire particulière. Ça s'apprend et il faut pas se donner des attentes incroyables du style on va faire une partie avec des scènes shakespeariennes super émouvantes ou au contraire hilarantes, ou il faut y aller décontracté. Bonjour, je m'appelle Briac et je suis vendeur à la boutique Sortilège à Rennes. Et depuis plus d'une année, je fais de l'initiation tous les 2 mois au magasin. Et depuis peu, j'ai commencé à faire en alternance, 1 mois sur 2, des sessions pour apprendre à maîtriser. Durant toutes mes sessions, quasiment toutes mes sessions, il y a beaucoup de joueurs, parce que beaucoup de nouveaux joueurs, de nouvelles personnes qui s'intéressent au jeu de rôle, sont venus au jeu de rôle grâce aux actual play, ce qui est une très très bonne chose, mais beaucoup d'entre vous peut-être se mettent beaucoup de pression sur les moyens utilisés lors des actual play. Il faut voir que le jeu de rôle ne se passe généralement pas comme ça. Durant la maîtrise, il suffit, pour pouvoir maîtriser en fait, il suffit d'avoir de quoi noter, son livre de jeu, CD, un écran si possible, et avec ça, vous aurez déjà de quoi maîtriser des heures et des heures de partie. L'ambiance, que ce soit le décor, les matériels, les figurines, la lumière, la musique, tout ça, ça viendra après. Il faut déjà se concentrer sur le fait de maîtriser. Je sais que vous pouvez avoir envie d'avoir toutes ces choses-là d'Actual Play, mais honnêtement, et c'est vraiment une chose qui est essentielle pour moi et que je passe quand même pas mal de temps à expliquer aux gens qui arrivent dans le jeu de rôle, la majorité du temps, ça ne se passe pas comme ça. Les joueurs qui viennent à mes tables sont assez vite rassurés. Je n'ai pas un matériel de fou furieux. Je fais jouer en haut dans le magasin avec les lumières du magasin. J'ai un petit peu de décor, une corne, etc. à boire, enfin du décor un peu médiéval que je mets devant mon écran, mais c'est vraiment juste pour l'ambiance et parce que j'en ai chez moi. Mais voilà, pour le reste, ça viendra de vous. Et quelque chose qui est très très important aussi, c'est que les jeunes maîtres devraient vraiment prendre en compte, c'est que la majorité du temps, l'écrasante majorité du temps, les joueurs, vos joueurs, sont avec vous et vont être fans de ce que vous faites. Si tout le monde est d'accord sur le fait que on joue de la même manière, c'est-à-dire qu'on joue en coopération, on joue avec un maître qui s'oppose à nous, ou alors tous les joueurs s'opposent les uns aux autres, à partir du moment où tout le monde est d'accord là-dessus, je pense que tous vos joueurs seront déjà très très contents que vous vous mettiez à maîtriser. Surtout si vous êtes comme certaines tables, il y a un seul maître et les autres jouent, et le maître va pouvoir jouer à son tour. Si c'est vous qui maîtrisez, ça va lui faire plaisir. Donc pensez à ça, les joueurs sont de votre côté et il suffit de rien, vraiment de tout petit peu de matériel pour commencer à maîtriser. Après, une fois que vous serez bien maîtrisé, peut-être que vous penserez à vous racheter du matériel, mais sinon, franchement, allez-y. Il faut maîtriser, c'est une super chose. Ça vous aidera à être de meilleurs joueurs. Donc, go maîtrise. Tout le monde joue différemment, mais en fait, on joue tous exactement pareil. En général, quand vous faites jouer des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle du tout, ils jouent naturellement au SR. On joue tous naturellement au SR. Rulings
not rules. Ça veut dire que quand on joue pour la première fois au jeu de rôle, on ne fait pas attention aux règles parce qu'en fait, déjà on ne les connaît pas. Donc on va se baser simplement sur la situation. Si on nous dit tu es devant une porte et si on nous dit elle est fermée, on va essayer de l'ouvrir sans regarder notre feuille. On va dire par exemple j'essaie de l'enfoncer. On ne va pas se préoccuper de notre valeur en force ou ce genre de choses-là. Si dans un jeu on a des règles qui sont très précises, ça nous force à faire un exercice supplémentaire qui ne tient plus de l'imagination, mais qui est davantage mathématique. Par exemple, dans les jeux OSR, s'il n'existe pas de règles permettant de franchir un gouffre d'un bond, il va falloir que j'improvise la règle, c'est ce qu'on appelle un ruling, c'est-à-dire que je vais dire, écoute, fais par exemple un jet de dextérité avec, allez, on dit que le gouffre il est moyen, avec un malus de 2. Voilà, ça c'est un ruling. Si dans mon jeu j'ai des règles qui permettent de franchir les gouffres, généralement ces règles vont s'exprimer en disant selon la taille du gouffre, quand il fait tant de mètres, tu lances 1d6 par mètre au-delà de 3 ou ce genre de choses là. Donc ça va être un petit peu plus compliqué et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura un gouffre, il va falloir réfléchir à la taille qu'il fait. Donc ça va compliquer un petit peu tout ce qui se passe à la table et on va sortir un peu du domaine de l'imagination pure pour entrer dans un domaine un petit peu plus mécanique. Ça ne veut pas dire pour autant que ce ne soit pas intéressant d'avoir des règles complexes ou d'avoir des règles précises pour franchir les gouffres. Ça veut dire que la première fois, on ne se soucie pas de ces règles. C'est au meneur de jeu de se débrouiller avec ou tout simplement on les improvise à la volée. Et c'est un des principes de l'OSR que moi j'aime bien. Pour autant, il y a beaucoup de jeux qui font intervenir des choses très très différentes et notamment des compétences. Parfois on a des jeux avec beaucoup de compétences, plus ou moins de compétences, et se pencher sur ce phénomène des compétences, ça peut être assez intéressant. Et pour ça, on a Frédéric Merin qui va nous en parler un petit peu. Alors, je viens vous parler d'un petit truc au niveau des règles et de l'usage des compétences notamment. Dans la première version de 7e mer, il y avait 180 compétences pour décrire très précisément ce que savaient faire les gens. Est-ce qu'ils savaient construire des tonneaux? Est-ce qu'ils savaient se battre à la rapière, à l'arme lourde? Est-ce qu'ils savaient être comptables? Enfin, un détail simulationniste à fond qui était très lourd à gérer. Dans la V2 de son jeu, John Wick dit « On arrête ça, on fait 16 compétences. » Et uniquement 16 compétences. Il va même un peu plus loin en disant dans 7e mer Catet, qui est au niveau du système une version 1.5 de 7e mer, il dit que navigation ça sert à rien, dégage navigation, il met à la place protocole, et il dit érudition ça va servir selon le personnage que vous jouez. Si vous jouez un alchimiste, l'érudition ça va être quand je mélange ça et ça, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes un marin, l'érudition ça va être, attendez, là, l'égrément, ça va pas. Le courant, on n'est pas dans le bon sens. L'érudition prend un tour différent selon le personnage que vous jouez. C'est la même compétence, mais elle ne fait pas les mêmes choses selon qui l'interprète. Ça, c'est la première chose. Ça vous permet, de mon point de vue, de vous débarrasser de plein de compétences dans plein de jeux. Un exemple dans Star Wars, si un pilote avec un haut score d'agilité utilise sa compétence pilotage, c'est qu'il est en train d'esquiver des tirs, d'essayer de semer des poursuivants, de ne pas s'emplafonner son vaisseau dans des astéroïdes, etc., etc. Si un érudit utilise la compétence pilotage, il revient au sens originel du terme, où sur les bateaux, à la grande époque des explorateurs, un pilote, c'était quelqu'un qui savait lire une carte et tracer des trajectoires pour aller d'un point à un autre en utilisant les courants et tout et tout. Et du coup, la compétence astrogation dans Star Wars, elle sert plus à rien. On utilise pilotage, mais on l'utilise pas avec le même personnage. Mais vous allez me dire, pilotage dans Star Wars, t'es censé t'en servir avec agilité. En quoi être agile, ça permet de savoir lire une carte? Vous l'utilisez avec intelligence. Où est le problème? Vous pouvez utiliser vos compétences comme les pignons d'un vélo et vos caractéristiques comme le plateau. Et là, vous avez une multitude de braquets qui s'appliquent et vous allez colorer vos personnages avec un nombre très réduit de compétences, beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus facile à exploiter. Et vous allez vous simplifier la vie. Si, comme moi, vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie avec le simulationnisme à fond les ballons,
je vous conseille cette méthode, vous m'en direz des nouvelles. Des compétences, plein de compétences, et finalement, en fait, on pourrait les virer les compétences. On pourrait n'utiliser que les caractéristiques, voire peut-être même, voire ne pas utiliser de caractéristiques du tout, peut-être même ne pas utiliser le hasard. En tout cas, en fait, tout ce qui est important, c'est d'utiliser le jeu de rôle pour créer de la fiction. Donc, toutes les méthodes sont légitimes à cet égard pour pouvoir créer une fiction commune à la table à partir du moment où tout le monde est d'accord sur les règles de jeu. Et ces règles de jeu, elles peuvent être extrêmement variées. Par exemple, on pourrait se dire, et si on faisait un jeu de rôle composé de cartes et d'éléments divers et variés pour recréer les nouvelles de Lovecraft, un petit peu dans l'ambiance où il les a écrites, mais sans aucune préparation à la table. Et bien c'est justement ce qu'a fait Frédéric Guesquière avec son jeu Horrifique, avec une boîte qui est pleine de matos. Eh ben, personnellement, je trouve que des jeux Lovecraftiens, il y en a vraiment très peu. Ce qu'on trouve beaucoup, c'est des jeux qui vont s'inspirer de la cosmologie, de l'univers développé par Lovecraft et ses acolytes, avec tout ce que ça comprend d'imagerie et de clichés, donc les tentacules, les cultistes, les ouvrages abominables, etc. Et la plupart du temps, ben, on va jouer soit des enquêteurs qui enquêtent sur des histoires horribles, ou bien on va carrément jouer des aventuriers, et donc ça va carrément virer au pulp. Moi j'ai découvert Lovecraft d'abord par l'Appel de Cthulhu, et puis j'ai lu ensuite les nouvelles, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce à quoi j'avais joué, c'était super cool, mais c'était pas du tout ce que je retrouvais dans les nouvelles. Et donc voilà, là j'ai eu envie de faire ça, j'ai eu envie de m'attaquer vraiment à la façon dont l'horreur est retranscrite dans les nouvelles de Lovecraft. Pour des questions d'ergonomie. Comme Horrifique, en fait, c'est un jeu qui se joue sans aucune préparation, il n'y a pas de scénario préécrit, etc. Il fallait que le matériel puisse guider tout le monde, et pas seulement l'obscurité, dans l'élaboration d'une histoire horrifique. Et ça, collectivement. Donc pour pouvoir faire ça, bah, il fallait que ce matériel il soit accessible pour tout le monde, directement, sans devoir passer par l'obscurité, donc le MJ dans Horrifique. Donc ça paraissait évident qu'en fait, tout ce matériel qui allait servir à soutenir cette narration, à amener les rebondissements, à stimuler l'imaginaire, il fallait qu'il soit à disposition de tout le monde, étalé sur la table. Donc on a tout éclaté en cartes. Horrifique déjà, c'est de l'horreur émergente. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de scénario, tout va se créer en collaboration entre les joueurs, les joueuses et l'obscurité, qui est donc la personne qui joue le MJ dans Horrifique, et tout ça sans préparation. Donc ça c'est déjà quand même une caractéristique. Ensuite, il y a vraiment une grosse importance qui est mise sur la gestion du rythme pour arriver à un climax à chaque fois. On a cherché vraiment à reproduire le rythme typique des nouvelles de Lovecraft. Pour ça, il y a notamment deux éléments qui sont fondamentaux. Il y a d'abord l'horloge de l'horreur qui va conditionner donc comment le surnaturel, comment l'horreur peut s'inviter dans la partie. Et ensuite, les ellipses. J'ai intégré dans le jeu des ellipses, donc on peut décider que entre deux scènes, il s'est passé 5 ans, et puis on revient dans ce manoir après 5 ans, et on raconte ce qui s'est passé entre-temps. Et ça, c'est typiquement littéraire. Là où dans la plupart des jeux de rôle, on est quand même très habitué à un déroulement très linéaire, quasiment en temps réel en fait, des actions. Dans Horrifique, il y a vraiment un rythme qui est plus proche de ce qu'on va trouver dans les nouvelles et dans les romans. Et puis, enfin, pour terminer, c'est quand même pas tous les jours qu'on trouve de l'horreur Lovecraftienne à la sauce belge. Quelqu'un vient d'utiliser, et à tort, le verbe enchiffrener, et de façon quasiment déplacée. Ce qui nous rappelle que Horrifique essaie de déchiffrer la narration Lovecraftienne pour la transposer en jeu de rôle, transformer une nouvelle de Lovecraft
en jeu de rôle. C'est ce que font beaucoup de jeux de rôle, décrypter une forme de narration et puis en faire quelque chose qui soit jouable à la table. C'est le cas par exemple de Bimbo avec les films de série B, de Fabula Ultima avec les jeux de rôle japonais sur console, ou même Fiasco avec les films des frères Cohen. Donc on se nourrit de la fiction, et c'est une façon d'enrichir son répertoire rôlistique que d'aller puiser aux sources de la fiction. Et c'est justement ce que vient nous expliquer Julien avec une chronique sur les sources de la fiction sous forme d'un abécédaire rôlistique. Alien, arbalète, androïde, alerte, auberge, archéologie, ami, animal, amour, action, asocial, atomique, abandon, arachnide, agro, A comme agro. Pour cette première lettre de l'abécédaire, je débute par un avertissement mythologique, en choisissant pour la lettre A de vous parler de Agro, la monture du héros de Shadow of the Colossus, un jeu vidéo de Fumito Ueda et de la Team Ico sorti en 2005. On y joue Wander, un jeune homme qui vient de faire son entrée dans un paysage de ruines antiques. Il chevauche une grande jument noire et porte sur ses genoux le corps inanimé d'une jeune femme qui s'appelle Mono. Arrivant dans un temple, une divinité le met au défi de vaincre 16 colosses afin de la ramener à la vie. Il va s'y employer, muni d'un arc, d'une épée capable de localiser et de tuer les colosses, et de sa jument, et c'est tout. C'est un jeu dans lequel la mécanique fondamentale est la jauge de grip, la capacité à s'accrocher, car il faudra escalader les colosses pour les vaincre. Mais le moteur principal de l'aventure, c'est un mariage ambigu entre le désir d'explorer, d'aller jusqu'au bout de sa quête, tout en se voyant rappeler constamment qu'il y a un loup et qu'on ne devrait pas faire ça. S'il y a quelqu'un qui ne doute pas, en revanche, qui rapplique infailliblement dans l'instant dès qu'on l'appelle par son nom, Agro, c'est la jument sans qui on ne pourrait ni atteindre ni venir à bout de la plupart des titans. Un peu comme dans pas mal de westerns, c'est elle notre réel partenaire. Ça n'est pas un véhicule. Sans elle, le héros est seul et en être séparé sera lourd de sens pour le dénouement de l'aventure. J'ai rarement vu et traversé une œuvre qui parvenait si bien à émuler des choses aussi essentielles dans la quête chevaleresque que sont la loyauté, le courage, l'opiniâtreté, et enfin dans sa finalité même, car les héros et les héroïnes sont quand même souvent les instruments d'une histoire colossalement plus grande qu'eux. Je voulais profiter de vous parler de Shadow of the Colossus pour évoquer Face au Titan de Nicolas Gulix-Revel, un jeu épais, colossal, qui regorge de ressources pour mettre en scène ces rencontres, ces affrontements asymétriques, fruits d'une longue aventure, d'une exploration, et pour le vivre en groupe, bien entendu, avec vos amis. Je vous remercie. Comme le rappelait Gabriel Quiroga dans le dernier épisode, c'est important de faire quelque chose d'original quand on est créateur. Et là, pour le coup, c'est réussi avec Horrifique. En France, on a la chance d'avoir justement énormément de créatifs qui font des choses très originales. Par exemple, on a Niden Lafay qui fait des illustrations qui sont très typées et très intéressantes et magnifiques. Et puis on a Emmanuel Garbi qui va nous parler de son prochain projet Blue Shock Vidéo, un projet qui me donne très envie de savoir ce qu'il a dans le ventre. Salut Sandy, bienvenue dans mon atelier. Et j'ai la chaise qui grince. Bonjour et bonsoir à tous, je suis Laetitia Combe alias Niden Lafay et j'ai été invitée à flatter mon ego sur Jeux d'initiative. Toi aussi, si tu es une millennials de 38 ans, tape dans tes mains. Bientôt 40 ans les millennials. Je suis illustratrice de jeux de rôle et dessinatrice de fanzines. J'enseigne ma pratique et mon but est de montrer que l'on peut faire de l'art avec pas grand chose et que tout le monde sait dessiner à partir du moment où on se lance. Avec les IA, la génératrice d'images, le dessin classique n'a jamais autant été un acte militant de résistance. Voilà, ma conviction du coup d'enseigner le dessin et de montrer que tout le monde peut dessiner. Voilà, c'est une conviction qui n'a jamais été aussi forte. En ce moment, j'illustre un projet qui s'appelle Blue Shock Vidéo. Blue Shock Vidéo. Blue Shock.
Blue Shock Vidéo avec Emmanuel Garbi qui est l'éditeur chez John Doe. Je pratique le dessin classique, j'utilise une gomme mi-pain, voilà, et du graphite. Mon premier jeu de rôle illustré, Les Apprentis Sorciers. J'ai travaillé essentiellement au graphite, que j'ai retouché après sur Photoshop pour la colo. Il y a des illustrations que j'ai laissées comme ça, telles quelles au graphite. Comme Sandy, tu m'as demandé mes influences. Au pays de la féerie de Eric et Lucy Kincaid. Les illustrations sont à l'aquarelle. Une fois que j'ai eu ce livre dans les mains, quand j'étais toute petite, je crois que je n'ai fait que dessiner des fées, des lutins, des personnages de contes, des petites souris qui portent des chapeaux et des lunettes. Et puis un autre qui m'a énormément inspirée, ça a été toute la collection des encyclopédies, des fées, des lutins, des elfes, de Pierre Dubois, qui est illustrée par Claudine et Roland Sabatier. Et je pouvais pas ne pas citer Brian Freud. Voilà. Du coup, il y a les ElfQuest de Wendy et Richard Pini. Je pense que c'est évident quand on regarde Les Apprentis Sorciers qu'il y a cette influence-là. Alors, Donjons et compagnie, le deuxième livre de jeu de rôle que j'ai illustré. Et là aussi, j'ai travaillé au graphite pour les pleines pages. Pour faire les demi-pages, les quarts de page, tout ça, je suis passée au format numérique. Et je dessine quand même comme si c'était du dessin classique, c'est-à-dire que je vais généralement travailler que sur un seul calque, au stylet, avec une seule taille de brush, et je vais dessiner avec comme si c'était un stylo bic ou un crayon pour garder les défauts. Comme c'est le monde de donjon, j'ai pris mon manuel des joueurs et tout est en noir et blanc comme ça, il n'y a pas de nuance de gris. Du coup je me suis dit je vais travailler de la même façon. Je pense qu'on peut s'autoriser de temps en temps à être un petit peu nostalgique. Non. Bourgeon, Rosinski, puis Loisel, évidemment. Tous ces dessinateurs ont vraiment inspiré mon travail, mais j'ai mis un temps infini à réussir à m'émanciper et à déconstruire ce qu'on appelle le male gaze, qui est le regard masculin. Toute ma vision de l'illustration, du travail anatomique, de la représentation des personnages féminins était complètement conditionnée par le regard masculin. Roman Dirge, Lénore, m'a énormément influencée pour faire mon mini chaperon rouge. Il y a aussi Junko Mizuno, Sioux, j'adore. Alors, bien sûr, Emily the Strange, quand j'étais ado, voilà. Et les moumines, qu'est-ce que j'ai pensé, les moumines. Donc aujourd'hui, j'illustre BSV, Blue Shock Vidéo, que Emmanuel Garbi écrit en ce moment. On est au stade du croquis de recherche. Il y aura une mise au propre numérique. Pour la couverture, j'aurais envie de reprendre les affiches de films de slasher des années 70-80 qui étaient entièrement réalisés à la main et de me lancer dans ce défi-là. J'espère ne pas vous décevoir dans ce gros chantier, quoi. Voilà. Merci Sandy de m'avoir invitée sur Jeux d'initiative et des bisous. Hello Sandy. Alors, Blue Shock Vidéo, c'est une campagne bac à sable, horrifique et gore, où les personnages errent sur les routes sans fin d'une Amérique pré-apocalyptique typée années 70. Ils vont croiser tueurs en série, cannibales et autres atrocités. L'idée, c'est que l'univers provient en fait d'une série de films indépendants, shootés et distribués par Stephen DiLeo via sa boîte Blue Shock Vidéo. Ce mec obsessionnel a réalisé une série de films quasi amateurs, sans budget ni acteurs pro, des films très gore, mais aussi cryptiques, avec une sorte d'univers onirique et ésotérique commun. Il y aura bien sûr une ligne rouge et donc des lieux à visiter dans l'ordre où les joueuses le décideront, bac à sable oblige. Alors, Blue Shock Vidéo, c'est très premier degré, hein, c'est pas une parodie. Il y a 3 sources principales à Blue Shock Vidéo. Le premier, c'est les rêves. J'ai la chance de me souvenir plutôt bien de mes rêves, je reviens souvent aux mêmes endroits, et parmi eux, il y a un vidéoclub.
et dans ce vidéoclub, une collection qui m'a attiré l'œil avec des jaquettes bleu foncé et des illustrations incroyables films que je n'ai jamais vus. J'ai eu envie de faire exister ces films et j'espère bien que dans un univers parallèle, ces films-là existent vraiment. Alors plus profondément, c'est aussi un hommage à un cinéma que j'aime beaucoup, bien sûr celui qu'on appelle cinéma de genre, cinéma B, voire Z, celui dont la critique institutionnelle aime se gausser. Alors moi j'ai toujours aimé les débrouillards, les petits malins, tu vois, type le producteur Roger Corman qui nous a quittés il y a très peu de temps. J'ai toujours du mal avec les dénominations de nanar, de navet. En fait, j'aime pas me moquer des films. Alors bien sûr, tu as des films si foirés qui sont hilarants, t'as des films malhonnêtes, t'as des films d'exploitation nauséabonds, t'as des films volontairement ratés pour faire genre, ou bien par je m'en foutisme complet et à pas du gain rapide, bien sûr. Même si pour moi, la vraie obscénité, c'est le blockbuster à 200 millions de dollars, foiré par cynisme commercial, dont les studios nous abreuvent, mais c'est un autre sujet. À l'inverse, t'as des propositions de cinéma totalement ratées, mais profondément sincères, avec des artistes fauchés, des débutants qui croient follement au cinéma, des gens qui savent pas faire, qui n'ont pas les moyens, pas l'équipe, ou tout ça à la fois. Ils ont des idées, des choses à dire, et malgré leur sincérité, ils se foirent. Parfois t'as des fulgurances, et parfois t'as un chef-d'œuvre qui révèle un cinéaste, que ce soit Massacre à la tronçonneuse pour Toby Hooper, ou Evil Dead pour Sam Raimi. Donc je voulais prendre ça au sérieux, inventer un cinématique universe, pour se dire que derrière les films ratés d'un mec complètement obsessionnel, il y avait peut-être un sens et un fond. Enfin, je me questionne beaucoup sur la nature du mal. Je voulais quelque chose où le mal ne soit pas exogène. C'est ni un mal cosmique venu des étoiles, ni une armée de démons envoyés pour te tenter. Je voulais traiter d'un mal interne à l'humain qui exude de nous, qui pourrit ce qu'il y a autour de nous. Voilà. Ça paraît tellement prétentieux dit comme ça. Une fois tout ça posé, le reste était simple. Le format bac à sable s'est imposé par l'idée d'errance routière. Chaque lieu, chaque personnage devait être un peu porteur de référence, mais sans crouler sous le méta non plus. J'ai donc bossé pour twister chaque élément, genre j'ai des cannibales, oui, mais. Et voilà. J'espère que ça plaira au moins à quelques personnes. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont chercher l'inspiration dans les rêves? C'est n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, on va vous donner plein de conseils un petit peu partout en vous disant tu peux venir décontracter à la table, ce qui est une très très bonne chose, mais on ne vient jamais sans rien à la table. On ne vient jamais sans aucune préparation, sans aucune source. Donc il faut quand même aller s'informer à droite à gauche, et c'est intéressant d'aller chercher à différentes sources des techniques de maîtrise ou tout simplement l'inspiration. Et pour ça, on en a déjà discuté, il y a les actual play, il y a les autres tables, des gens qui jouent différemment mais qui jouent pareil que vous au bout du compte, et puis il y a les conseils qu'on lit un petit peu partout, par exemple dans les livres qu'a publié l'excellent éditeur Lapin Marteau. J'ai demandé à plusieurs rôlistes quel était leur conseil, le conseil qu'ils appliquaient dans toutes leurs parties, et voilà leur réponse. Alors j'en ai appris plein, mais j'en ai appliqué aucune. C'est parce que arrivé à la table de jeu, c'est le grand chamboulement, tout part en sucette, en gros. Donc toutes les bonnes résolutions que tu avais prises, voilà, tu retrouves tes bons vieux réflexes. Et du coup, c'est difficile d'appliquer des choses comme ça, ou alors faut le faire en petit comité peut-être, je ne sais pas. Avant de tester Star Wars, je jetais les dés, je les jetais derrière l'écran. Star Wars m'a appris à lâcher prise avec mon ancienne pratique. Je m'adapte aux résultats et puis je triche plus pour les adapter à ce que moi je veux. Les joueurs, ils sont pas cons. Ils savent très bien que les MJ ils trichent derrière leur écran pour sauver leur perso. Là, c'est terminé. Ils seront parfois obligés de se replier et de revenir une fois mieux préparés, ou peut-être que leur échec va lancer l'histoire dans une direction qui n'était pas forcément très attendue au départ. C'est simple, c'est peindre la scène, une technique que j'ai appris avec Brindlewood Bay de Jason Cordova, et qui est juste ce que je trouve de mieux dans le jeu de rôle actuel comme méthode à appliquer dans n'importe quel jeu. Voilà. On pose une question sur un lieu dans lequel les gens rentrent et tout le monde à la table participe au lieu. C'est pas juste le meneur de jeu qui décide ce qu'il y a dans la pièce. Et ça, c'est génial. On a des super surprises à chaque fois. Il me semble que c'est dans Mener des parties de jeu de rôle, le tome 2 de Lapin Marteau. C'est la technique du « c'est la nuit et il pleut ». C'est une phrase d'accroche en fait pour jeter les joueurs dans In Media Res. Le MJ peut attaquer en disant « c'est la nuit et il pleut ». Qui porte le corps? Et je la trouve géniale cette technique parce qu'elle est super simple. Et elle fonctionne à chaque fois.
je l'ai reprise de 7e mer seconde édition, mais aussi d'Index Card RPG, qui en gros dit n'oubliez jamais l'objectif final de vos PJ. Donc c'est en gros l'idée, c'est que vos personnages peuvent tout de suite, vos joueuses peuvent tout de suite connaître le climax qui les attend, parce que ça leur permettra de savoir dans quelle direction ils vont. Et dans un registre très action, bah voilà, on sait que les Avengers vont aller taper Thanos dans Endgame, on sait qu'ils sont là pour ça, et on attend cet affrontement, et ça fonctionne, on regarde le film avec plaisir quand même si on est amateur de ce genre-là. Vous, en tant que narrateur, en tant que MJ, n'oubliez pas l'objet final de l'affrontement, parce que ça va vous ramener à l'essentiel et ça va vous permettre d'aller de tout raccrocher à ça, même les propositions les plus folles de vos PJ. J'ai des amis en Angleterre et avec qui je continue à jouer en audio à distance. Donc j'ai appris avec eux que c'était possible de jouer avec juste du son et d'utiliser des images à s'envoyer pour fournir l'ambiance, les PNJ bien entendu, mais aussi simplement les lieux. Et je trouve que c'est vachement utile. Il suffit, c'est tout bête, on n'y pense pas, mais il suffit d'un écran et de quelques images de lieux pour créer vraiment l'ambiance qu'on veut. Alors, pas vraiment une technique pour le coup, mais il y a un actual play qui m'a fait pas mal réfléchir, c'est Game of Roll, tout simplement, de Fibre Tigre, où je me suis mis à revoir un peu ma manière de préparer en me disant que c'était un truc qui m'intéressait pas mal, de créer beaucoup de choses sans trop les développer. C'est-à-dire, alors je n'ai jamais eu accès aux préparations de cet actual play, hein, mais de ce que j'en ai vu, de ce qui en ressortait en jeu, j'avais ce sentiment qu'en fait, il y avait des listes de choses, des listes de situations, plein de petits trucs pas hyper développés, et séquencé, que ça fourmillait un petit peu, et que du coup ça donnait vraiment un sens à l'exploration que je trouvais intéressant. Que j'ai compris en regardant certains actual plays, c'est que je pouvais continuer, parce qu'en fait j'ai un peu toujours fait ça, notamment à cause de l'impro et du fait que le jeu de rôle avec moi a souvent été inscrit dans l'enfance, parce que je jouais quand j'étais petit, puis j'ai plus joué, et là j'ai rejoué en étant père. Pour moi c'est très important de jouer en n'ayant pas l'air d'avoir ni la science infuse ni un temps d'avance sur les joueurs, de donner le sentiment qu'on découvre l'histoire en même temps qu'eux. Dans ce super ouvrage Réfrigérateur manuel d'utilisation, j'ai trouvé une technique vraiment fun, et je vais vous la révéler. Lorsque je suis MJ et que les joueuses et les joueurs me posent une question sur l'univers, j'essaie le plus souvent possible de les inviter à répondre eux-mêmes à cette question. J'ai la conviction qu'un joueur sera plus efficacement et plus durablement attaché à un élément qu'il aura contribué à créer. Coupé, tu devrais vraiment lire ce bouquin. Je te le recommande. T'apprendrais des trucs vraiment fous. Je pense que tout simplement c'est ce que fait Matthew Mercer dans Critical Role, où quand voilà, un de ses joueurs ou une de ses joueuses veut faire quelque chose, il va rebondir dessus en disant How do you want to do that? Voilà, de quelle manière tu veux accomplir ça? Ce qui, on va dire, remet la balle dans le camp des joueurs pour vraiment raconter une partie de l'histoire et s'emparer un petit peu des actions de leur personnage. Voilà, autant que possible, j'essaie de le faire quand je peux. J'essaye de faire en sorte que les joueurs et joueuses les plus introvertis aient le même droit au temps de parole que les joueurs et joueuses qui s'expriment plus. Donc je note sur une petite feuille, quand je masterise, à peu près le temps de parole de chaque joueur et joueuse afin d'équilibrer la partie au mieux, parce que je veux que tout le monde puisse avoir la même durée de plaisir. Voilà. D'encourager plus les joueurs à participer, de faire autre chose que alors tu fais quoi, bon vas-y, voilà, c'est quoi l'ordre de marche, lancer les dés. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'était aussi, voilà, j'ai tendance à parler beaucoup, à faire des gestes, voilà, pas monopoliser la parole, mais être très descriptif. Et c'est aussi, hormis les grandes phases de discussion qu'il peut y avoir dans un groupe de joueurs, c'est leur redonner la parole pour qu'ils puissent discuter et puissent faire un peu de travail. Donc ça aussi, c'est de se rendre compte que, voilà, adapter sa manière de jouer un peu aux joueurs. Eh bien, étonnamment, il y a quelques années déjà,
j'étais un maître de jeu qui ne laissait pas de place au silence, alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une merveilleuse manière de laisser les joueurs, joueuses, réfléchir à ce qui se déroule sous leurs yeux et de ne pas interagir immédiatement, de laisser un peu aller, en fait, mariner le tout avant de vraiment prendre le temps de reprendre la balle au bond et de relancer des idées. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai mis en pratique avec le temps suite à des écoutes, suite à des lectures. Ça fait pas très longtemps en fait que j'ai vraiment commencé à beaucoup jouer aux jeux de rôle sur table. Et du coup, la technique que j'ai préférée et dans laquelle je ne peux pas me passer, c'est faire de la co-narration avec mes joueurs et mes joueuses quand je suis meneuse de table. J'adore quand les gens inventent des éléments du monde, rajoutent des détails, poussent leur personnage à l'extrême pour le développer vraiment fort sur des aspects que j'aurais pas imaginés. Et en fait, tout ce jeu-là où on me dit ok Nadia, mais ton monde, moi je voudrais y rajouter ça, ou alors mon personnage dans ton monde, il va faire exactement ça, et moi je l'avais pas du tout prévu, c'est vraiment l'aspect que je préfère, quoi, l'aspect co-narratif. Donc j'aime bien poser des questions ouvertes en fait à mes joueurs et mes joueuses, pour leur permettre de développer une petite partie du monde dans lequel on joue. Moi, en tant que MJ, j'ai appris à être fan de mes PJ, tous ceux qui sont présents et présentes à la table, à en vouloir plus de voir leurs aventures, vraiment de savoir ce qui va se passer après. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est les 3 bouchons. 3 bouchons, et j'utilise aussi un petit dé, plutôt des fudge. Un dé fudge, c'est un dé avec juste les plus et les moins. J'ai tendance sur mes tables à empiler 3 bouchons, des bouchons de liège, tout simple. Et l'idée, c'est que si jamais les bouchons tombent, il va se passer quelque chose. Alors à vous de savoir qu'est-ce qui va se passer. L'idée, c'est que ça peut apporter du stress en plein cours de partie. Ou alors, ça peut apporter un élément supplémentaire d'aléatoire. D'où le dé fudge, qui va faire du plus ou du moins. Si jamais les bouchons tombent, quelle qu'en soit la raison, on rajoute le plus ou le moins au résultat du dé, ce qui va donner un résultat avec le système classique et qui va être majoré ou minoré par le dé fudge. Ça nous donne du oui, tu as réussi, mais le fudge a fait moins, donc il y a quelque chose qui va se passer de pas super. Ou alors non, t'as loupé. Par contre, il y a quand même un plus avec le fudge, donc il se passe quand même quelque chose qui va te débloquer un truc. Ça peut être rigolo. Eh bien, cette technique, c'est prendre mon temps. En fait, c'est en voyant Vincent Baker, le créateur d'Apocalypse World, qui menait une partie de son jeu Dogs in the Vineyard. Eh bien, quand les joueurs disaient ce que leur personnage faisait, ils prenaient le temps de réfléchir. Ils posaient des questions, ils réfléchissaient, et quand il avait la bonne idée, alors il embrayait, il envoyait le rebondissement, et ça prenait le temps comme ça, et du coup, ça donnait des propositions qui étaient juste pile poil. Plus on essaye de choses différentes, plus on va à des tables différentes, plus on voit des choses différentes, plus on enrichit sa pratique. Et le meilleur moyen d'enrichir votre pratique, c'est de vous abonner à Jet d'initiative, de liker et de mettre un petit pouce et de cliquer sur la cloche pour vous abonner à Jet d'initiative, où on donnera évidemment tout un tas de conseils. Moi justement, j'ai 9 conseils à vous donner, mes 9 conseils préférés, ceux que j'applique en jeu de rôle, et je vais vous les donner dès maintenant. Conseil numéro 1, faire participer les joueuses et les joueurs aux descriptions. Vous avez peut-être déjà eu le problème en tant que meneuse ou meneur de jeu. Vous avez eu ce problème qui consiste à faire un super PNJ que vous avez tout bien décrit comme il faut et vos joueuses et vos joueurs n'en ont strictement rien à carrer. Et bien pour éviter ça, il y a une méthode très très simple. Quand vous faites intervenir un PNJ intéressant, au lieu de le décrire entièrement par vous-même, demandez aux joueuses de décrire un des éléments en fait, qui ont trait à ce personnage, et ça va leur permettre de s'impliquer dans le personnage, peut-être de lui donner un trait qui les intéresse tout simplement, et ça va rendre ce personnage beaucoup plus mémorable, et vous pouvez être sûr que vos joueuses et vos joueurs ne vont pas le laisser sur le bas-côté à la prochaine scène de votre scénario. Conseil numéro 2, les descriptions minutées. Alors, le temps de parole et le rythme dans une partie de jeu de rôle, c'est très important.
C'est très compliqué aussi à gérer, mais voilà déjà un conseil qui va vous y aider. Ce conseil, c'est de faire des descriptions brèves. Ne passez pas votre temps à décrire en détail un environnement. Décrivez les traits importants. Par exemple, vous êtes dans une montagne, vous êtes dans une grotte, vous êtes devant une ville, vous êtes au bord d'un cours d'eau. Ça va suffire, vous donnez un petit peu d'atmosphère, vous pouvez donner par exemple des odeurs, des sons, des choses comme ça. N'en faites pas trop parce que ce qui est important, c'est pas seulement votre description, c'est ce que les joueuses et les joueurs vont vous demander par la suite. Les joueuses et les joueurs vont vous demander ce qui les intéresse, elles et eux, dans l'environnement. Par exemple, ce cours d'eau, est-ce qu'il est rapide? Ça veut dire qu'on a envie de le traverser, de passer à gué. La montagne, est-ce qu'elle est vraiment escarpée? Ça veut dire qu'on a envie d'escalader. Est-ce qu'il y a des monstres, etc., etc. Essayez de faire une description brève, en 1 ou 2 phrases, et ensuite laissez l'initiative à vos joueuses et à vos joueurs. Conseil numéro 3. Laissez les joueuses et les joueurs changer leur fiche de personnage d'une partie à l'autre. En particulier, quand vous essayez un nouveau jeu, quand vous commencez avec des joueuses et des joueurs qui sont débutants, eh bien, ne faites pas de la fiche quelque chose de gravé dans le marbre, laissez-les jouer une partie, et puis à la partie suivante, s'ils vous disent « Ah ben finalement, j'aurais mieux fait de mettre plus de points en esquive », ou au contraire, j'aurais mieux fait d'en mettre un petit peu moins et puis d'allouer plus de points à une autre compétence, eh bien laissez-les faire, ça leur permet de s'adapter, de s'harmoniser avec vous, avec l'univers de jeu, avec les règles. C'est justement quand on passe du ruling not rules à rules que ça devient important, parce que ça veut dire que les joueuses et les joueurs, ils s'adaptent au système de jeu et ils adaptent leurs fiches en fonction de leurs envies. Et croyez-moi, ça ne va pas restreindre l'intérêt de votre scénario, ça ne va pas le rendre plus simple, ça ne va pas le rendre plus facile. C'est pas un cheat code, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, en particulier avec les joueuses et les joueurs débutants. Conseil numéro 4, essayez des rythmes différents. Vous avez vu parfois faire des pauses, ça peut être très important pour certaines joueuses et certains joueurs. Faire des pauses, faire des scénarios qui sont adaptés à votre table, c'est important aussi. Vous pouvez très bien faire un scénario en 1 heure qui va être très très bien, et puis si vous le faites durer pendant 5 ou 6 heures, bah à la fin ça va retomber comme un vieux soufflé. Parfois, essayer d'autres façons de rythmer le scénario, ça peut être très intéressant. Moi j'ai fait des parties par exemple de 20 minutes le midi avec des copains, et donc on ne jouait qu'une scène par partie, et ça a donné des parties mémorables avec des choses très très fun qu'on n'aurait pas essayé ailleurs. J'ai aussi une méthode qui consiste à minuter mes parties, à faire des parties de 3 heures par 3 tranches d'1 heure, et dans chaque tranche il faut qu'il se passe absolument quelque chose d'extraordinaire, qui est vraiment quelque chose d'excellent à proposer aux joueuses et aux joueurs. Conseil numéro 5, déclarer ses intentions. Alors ça c'est un conseil que j'ai vu chez le bon MJ et que spontanément, nous en tant que vieux joueurs, on applique. Déclarer ses intentions. Ça veut dire quand je demande quelque chose, ne pas essayer de piéger le ou la MJ. Par exemple, si je dis « Est-ce que le prince a des cales aux mains ?» bah ça peut être sympa d'ajouter, parce que j'ai envie de savoir si ce serait pas lui, ce fameux épéiste qu'on a affronté, et si en fait, sous ces dehors un petit peu de prince un petit peu évaporé, ce serait pas une espèce de Zorro qui se cache pour s'entraîner à l'épée. Voilà, on précise les intentions, on ne demande pas comme ça dans le vide, de sorte que le meneur de jeu, eh bien, s'il a prévu de vous donner des informations, il vous les donne, et s'il voit vers quelles informations vous tendez, lui, il va adapter justement son scénario dans ce sens-là. Et donc tout le monde se comprend, ça veut dire qu'on essaie de s'harmoniser tous, on n'essaie pas de se piéger les uns les autres, le jeu de rôle c'est une conversation, et dans une conversation, on ne cache rien. Conseil numéro 6, posez des questions aux joueuses et aux joueurs entre 2 scénarios. Quand vous manquez un petit peu d'inspiration, ou quand vous ne savez pas dans quelle direction va partir le scénario, vous pouvez, entre 2 scénarios, poser des questions aux joueuses et aux joueurs. Leur dire par exemple, où est-ce que vous avez l'intention d'aller dans le prochain scénario. Mais ça peut être encore plus fun. Ça peut être, vous avez rencontré un personnage dans le scénario qu'on vient de jouer, qu'est-ce qu'il a de particulier? Toi, joueuse, qu'est-ce que tu as aperçu?
qui a l'air de déceler, de trahir un secret de la part de ce personnage. Voilà. Vous impliquez les joueuses dans la façon de raconter le scénario, et puis vous leur faites sortir des éléments que vous allez pouvoir exploiter par la suite et qui vont forcément leur plaire puisque ça vient d'elles et d'eux. Conseil numéro 7, ne pas avoir de secret entre joueurs. On va bien distinguer les joueurs, les personnages. Les personnages entre eux peuvent avoir des secrets, ça c'est normal et c'est essentiel à une bonne narration, mais entre joueurs, il n'y a pas besoin de faire des secrets. Par exemple, dans ma dernière campagne, on a un personnage qui a fait un truc très néfaste à un autre personnage, et le joueur l'a tout simplement dit. Il a dit voilà, mon personnage, il a fait une sale crasse à l'autre personnage. L'autre personnage ne le sait pas, mais le joueur qui l'interprète est au courant, et là on attend la montée en tension, et à chaque fois dans le scénario qu'on a une possibilité que ce secret surgisse, et ben tout le monde est extrêmement impliqué, et on se dit ah, est-ce que ça va sortir, est-ce que ça va péter, est-ce qu'ils vont se taper dessus. Donc c'est d'autant plus intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant quand vous voyez un épisode de Colombo, de savoir au début qui a fait le coup. L'intérêt c'est pas de découvrir le tueur, c'est de découvrir comment on va s'acheminer, comment le personnage principal, Colombo, va s'acheminer vers la découverte. Et bien dans un jeu de rôle, bien souvent, c'est pareil. Conseil numéro 8, c'est un conseil pour les meneurs de jeu. Avant de faire un jet de dés, essayez dans votre tête d'imaginer les issues possibles du jet de dés. Ne vous contentez pas de l'interpréter a posteriori, parce que quand on interprète le jet de dés après, on a tendance à le faire aller dans la direction qu'on souhaitait. Si avant un jet de dés, je dis, allez, 1, 2, 3, le personnage réussit à franchir le gouffre, 4, 5, 6, il tombe au fond, et bien là je sais ce qui va se passer. Quand je lance le dé, c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai fait une interprétation, mais je l'ai faite avant de lancer les dés. Alors que si je lance mon dé, et si j'obtiens un résultat tout pourri, par exemple 4, 5, 6, donc sans avoir décidé exactement ce qui se passerait, en me disant si ça fait 4, 5, 6, bon, il se passera quelque chose de pas cool. Ben 4, 5, 6, plutôt que de dire le personnage tombe au fond, je vais avoir tendance à dire quelque chose d'un petit peu moins extrême. Par exemple, ah, il glisse, ou il se rattrape juste de justesse. C'est un peu moins tendu, et puis surtout, si je ne l'ai pas déclaré au joueur, ça met beaucoup moins d'intérêt dans la situation. Parce que là, si je dis 4, 5, 6, tu tombes au fond du gouffre, on sait que ça va être catastrophique. Il y a vraiment quelque chose de dramatique qui va se passer. Donc, prendre ces décisions avant le jet de dés, ça vous libère de l'envie de plier la partie, de plier la narration à vos envies à vous. Conseil numéro 9, le dernier, apprendre à interpréter l'échec. Un échec, c'est quelque chose qui va forcément se produire dans une partie. L'interpréter intelligemment pour aller dans le sens de la narration et surtout pour aller dans le sens des joueuses et des joueurs, c'est important. Par exemple, si je crée un personnage qui a un score extrêmement élevé en médecine, et si je dis c'est le meilleur médecin de la galaxie. Si ensuite je fais un jet de dés et j'ai vraiment pas de chance au dé, je fais un résultat tout pourri, c'est un échec critique. Si le meneur de jeu me dit ah mais ton personnage, ah, il a ripé avec son scalpel, il met du sang partout et voilà il est mort et tout le monde se fout de ta gueule. Ça c'est vraiment pas cool. Ça veut dire que mon personnage n'est plus conforme à l'idée que j'en avais à l'origine. En revanche, si le meneur de jeu me dit écoute, tu as raté ton jet de dés, tu as fait un échec critique tout simplement parce que même si tu es le meilleur médecin de la galaxie, personne n'avait aucune chance dans ce cas-là. En fait, il y avait une complication où tes outils ont été sabotés, où il y avait une maladie que tu ne connaissais pas. Faites intervenir à peu près n'importe quelle chose supplémentaire pour expliquer pourquoi quelqu'un qui est très compétent a fait quelque chose de très raté, plutôt que de dire non, en fait, tu n'étais pas compétent, tu croyais, mais en fait, tu es un gros naze. Voilà. Ça, c'est important et ça va permettre aux joueuses et aux joueurs de faire des personnages qui leur correspondent et d'avoir des résultats, de ne plus avoir peur de faire d'échecs. Parce que l'échec fait progresser la narration en ne leur enlevant rien à ce que elles et ils ont pu apporter à leur personnage. Voilà, cette vidéo était sponsorisée par NordVPN. En fait, je décode, elle n'est pas sponsorisée du tout, mais on va quand même faire de la page de pub pour une super assos
qui est très sympathique et qui nous a fait une super pub, c'est l'Antre des Gredins. Bonjour, moi c'est Corentin, et depuis que je suis à l'Entre des Gredins, ça me permet de partager ma passion avec d'autres nerds comme moi. Bonjour, moi c'est Clément, et depuis que je pratique le jeu de rôle, ça m'a permis de beaucoup plus m'épanouir et surtout apprendre à communiquer avec les gens. Et depuis que je suis chez les Gredins, ma collection de dés a un sens. Je suis adhérent à l'Entre des Gredins parce que j'aime le milieu associatif qui permet de rencontrer tout un tas de gens. Et ce que j'aime chez l'Entre des Gredins, c'est beaucoup d'entraide. Et dans le jeu de rôle, c'est le mélange de deux choses que j'aime, les jeux de société et le théâtre d'impro. Pour moi, le jeu de rôle, c'est d'abord des amitiés autour et en dehors de la table. Une aventure perpétuelle avec plein d'idées de perso qui sont jamais les mêmes et qui sont toujours fun à jouer. Mais effectivement, nous en étions là, vous étiez encore dans les bois devant cette femme des bois. Et on avait retrouvé les mecs. Alors, comme je disais dans l'histoire des vampires. Mais il y a pas loin d'une quarantaine de vampires. Vas-y. Alors, le tire. Un réseau de câbles. Je crois que quand on voit ça, on se dit putain, c'est pas dégueu comme façon de procéder pour assurer une certaine flottabilité. Vous notez des signes d'arrachement. Donc la plage, le peu de plage qui reste d'ailleurs, on a deux à chaque fois. On fait pousser ce qu'on peut, vous savez, les rats, il est très dur. C'est... Vous cherchez désespérément où est passée la chenille. L'Entre des Gredins est une asso qui se réunit à Villeurbanne 4 fois par mois. On se réunit également dans des bars pour faire des séances d'initiation pour les débutants. Merci beaucoup à la chaîne YouTube Jeux d'initiative pour cette opportunité. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez plus. Si vous aussi vous avez une association et si vous voulez la mettre en valeur, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe G d'initiative sur Facebook et à m'envoyer votre petite pub. Si vous êtes autrice ou auteur, c'est pareil. J'ai pas l'intention de critiquer des jeux parce que j'ai pas le temps, mais j'ai très envie de savoir pourquoi vous créez votre jeu, quels obstacles vous pouvez avoir et comment vous résolvez les problèmes qui se posent lors de la réalisation des jeux. Alors, on a vu que tout le monde joue différemment et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller jouer un petit peu chez tout le monde parce qu'au bout du compte, on joue tous pareil. Et il n'y a pas trop de difficultés en fait quand on joue OSR à aller jouer sur une table qui joue Powered by the Apocalypse ou qui joue à Donjons et Dragons ou qui joue à Cthulhu ou qui joue à des jeux vraiment très différents. Par exemple des jeux sans MJ ou avec une intervention du MJ qui est très limitée, comme Aventure à plume de Côme Martin, que j'ai eu le plaisir d'essayer et qui m'a laissé vraiment un souvenir impérissable. Voilà, c'est un très bon jeu. Donc essayez de varier vos pratiques. C'est pas parce que vous avez une façon de jouer qui est très spécifique que en allant à une autre table et en essayant quelque chose de radicalement différent, c'est cette différence qui va vous séparer. En fait, cette différence, elle est tellement minime par rapport aux choses qui vous rassemblent que ça vaut le coup d'aller essayer des choses radicalement différentes, voire opposées à votre manière de jouer habituelle. Et puis, quand vous avez des conseils, essayez de les mettre en pratique. Essayez un petit peu, par exemple, tous les conseils qu'on vous a donnés dans cette émission. Ça peut être une façon de découvrir des choses intéressantes. Vous êtes devant une porte, fermez les yeux, maintenant vous avez la clé.
Alors dites-moi. Laissez l'initiative à vos joueuses et à vos joueurs. Et attendez-vous à ce qu'ils disent systématiquement de la merde. Comme je suis sérieux quand je fais ça. Conseil numéro 6. Posez des questions quand vous... Merde, voilà. Et ça va être dans le bêtisier encore. Hein. Le choc. Mais horrifique. Merde. Fuck. Horrifique. Et alors tu m'as dit un truc super cool tout à l'heure. Je t'ai demandé si tu avais de l'inspiration. Alors, si tu avais des sources d'inspiration. Et tu m'as dit... Que oui, je fais au talent. Tout au talent. Si c'est pas la classe, ça. Les mecs, prenez-en de la graine. Hein. C'est comme ça qu'on fait. Et Guilhem? Alors moi, je sais pas pourquoi ça peut paraître bizarre. Mais c'est il y a pas longtemps, un Monster Art, je me suis pris 2 heures de colle, j'étais content.